Eh bien messieurs, merci pour toutes ces informations. Il est évident qu'il nous reste énormément à apprendre sur toutes ces espèces, notamment lorsqu'on imagine qu'un dentier de 8 kg a été estimé à plus de 36 ans, ça paraît incroyable. Alors c'est une transition toute trouvée pour moi puisque on part enfin à la pêche. Soyez rassurés, en compagnie cette fois-ci de Guillaume et de Johan de l'équipe Pesca Nautique qui sont restés quelques jours en Corse de plus pour cette occasion particulière. Ils nous proposent de revisiter une technique dite au leurre à pas à la recherche des sparidés de Méditerranée. Vous allez voir, c'est une approche complètement différente, en finesse et en dérive, la pêche au ténia. Asia di Van Gogh in due puntiglini e lo contrarilogio e l'umare di Ghina io asce di Ulisse nanta un mare nostro su erriero sbandato chi asciavo la borse a te. Eh bien bonjour, nous profitons de notre première participation au Salon de la pêche de Solenzara où nous avons eu un fantastique accueil, où nous avons d'ailleurs rencontré énormément de pêcheurs. Merci à tous ces visiteurs sur notre stand. Alors nous allons profiter avec mon coéquipier Johan de ce cadre magnifique et de ce terrain de jeu magnifique pour vous présenter la technique du ténia. Une technique que l'on pratique depuis plusieurs années ensemble et que l'on a découvert grâce aux différentes informations que l'on a eues de nos amis japonais. On va pouvoir vous en faire profiter, vous présenter les cannes, les ténias bien évidemment. On a quand même la chance en Corse d'avoir une diversité d'espèces fantastiques. Diversité car il y a en termes de sparidés, je pense à peu près tous les sparidés. Il y a une espèce aussi qui est susceptible de nous contrarier. J'ai entendu parler de beaucoup de mérous, donc on va voir un petit peu comment ils se comportent devant le ténia. Vous avez des dorades grises, du sar, vous avez du pagre, de la dorade royale, du pajot. Vous avez aussi le denti, bien sûr, le fantastique denti. On va essayer d'en pêcher un, ou peut-être plusieurs, qui sait. Et si on peut surtout combattre ce poisson avec nos cannes ténia. Alors à propos des cannes ténia, aujourd'hui vous allez voir deux types de cannes. La première, il s'agit de la 30-03. La 30-03 qu'on a eu l'occasion déjà de vous présenter pour l'iso-fishing. Et bien là, on l'utilise aussi en bateau. La longueur importe peu. Par contre, ce qui est très intéressant avec cette canne, c'est de pouvoir pêcher justement des petits sparidés tels que les dorades grises qui sont parfois un petit peu compliqués et difficiles, qui permet bien évidemment de ressentir le moindre gratouillis, mais également de pouvoir suivre les touches en remontée. Souvent les dorades grises chipotent un petit peu sur le ténia et saisissent le ténia et le remontent. Donc c'est important de pouvoir voir le sion aussi remonter quand on est en tension. Ça c'est pour donc la 30-03. Maintenant nous allons vous présenter notre nouveau bébé. Il s'agit de la 30-06 qui elle a été véritablement conçue pour la pêche du ténia avec une longueur un peu plus courte puisqu'elle fait 2,45, donc plus adaptée aux pêches de bateau et surtout une plus grosse réserve de puissance. Avec toujours son sion extrêmement sensible. Là aussi on va le voir tout à l'heure dans la journée, la nécessité de pouvoir suivre les touches lorsqu'on pêche la technique du ténia avec une énorme réserve de puissance. Alors pour les moulinets, je recommande des moulinets de taille 2005 jusqu'à 4000. Parfois le ratio d'un 4000 peut être intéressant quand on pêche dans des profondeurs avoisinant les 80-90 mètres, on ramène plus rapidement, donc c'est plus sympa. Là j'ai ici un Twin Power 4000. Vous avez aussi sur la 30-03 un moulinet assez particulier, muni d'une gâchette qui a pour vocation de libérer la bobine. Voilà, là si j'appuie un petit peu dessus, je libère la bobine et donc cela me permet de rendre du fil plutôt que d'avoir à ouvrir le pick-up. En fait, ça me permet d'accompagner beaucoup plus rapidement
mon ténia lorsque j'ai besoin de prendre un peu de profondeur ou de lui donner un petit peu de longueur. De toute façon, vous verrez ça tout à l'heure en utilisation, vous verrez que c'est très pratique. Pour les tresses, nous utilisons bien évidemment des 4 brins pour leur résonance et leur résistance à l'abrasion. Là, nous avons une Super Braid 5 en PE 0.6 et sur le plus gros moulinet, nous avons une Super Braid 5 4 brins en 1.0. Quant à toi, Jojo, je crois que tu as 0,8 et 1.0. Voilà, donc on est sur des diamètres de tresse plutôt fins, mais c'est pour vraiment avoir une parfaite présentation de l'appât au fond. Il ne nous reste plus qu'à vous montrer comment écher un ténia. Jojo, si tu veux bien, tu vas nous montrer comment on èche les ténias. Petite précision, nous utilisons des gambas surgelées ou alors des crevettes fraîches quand nous pouvons en avoir. En plus de l'appât, nous rajoutons un liquide gorgé d'acide aminé qui s'appelle l'ebishaki. Donc il suffit de faire tremper un tout petit peu les gambas, voilà, comme ceci. On les laisse tremper une dizaine de minutes avant de pêcher. Et là, on a sensiblement remarqué que les touches étaient beaucoup plus violentes lorsque nous utilisions l'ebishaki. Ceci est probablement dû au fait que la contenance en acide aminé de ce liquide est imprégnée par les gambas. Et lorsqu'elles le diffusent, les poissons viennent beaucoup plus violemment sur les appâts. Voilà, je te passe une crevette. Voici Jojo. Je te passe le relais pour nous montrer comment on èche une gambasse. Alors la première chose que vous avez à faire, c'est de couper la queue. Pourquoi? Parce que sinon elle va prendre appui dans le courant et déséquilibrer la nage du ténia. Donc ce que vous faites, vous coupez le premier centimètre. Vous prenez votre ténia, vous attrapez la ciste, vous piquez dans la dernière partie du corps, vous ressortez par la carapace de la tête. Ça évite que la tête s'arrache quand il y a un peu trop de courant. Et vous venez enfiler votre gambasse sur l'hameçon de la tête plombée. Et vous alignez tout ça de façon à avoir une gambasse bien droite qui va nager parfaitement dans le courant. De cette manière, nous avons 2 hameçons de chaque côté de la gambasse, donc quel que soit le côté qui va être attaqué par le poisson, on est susceptible de prendre les poissons. Un autre point important, il s'agit de ces rubbers. N'oublions pas que la pêche du ténia est une pêche de leurre appât, donc à un certain moment on va animer l'appât et à d'autres on va marquer des arrêts. Donc ces petits rubbers vont permettre de donner vie à la gambasse lorsqu'on va faire des arrêts, puisqu'ils vont s'ouvrir comme des antennes de gambas. Voilà. Sur ce, moi ce que je te propose, Jojo, c'est qu'on aille tout simplement un petit peu taquiner ces sparidés, en espérant, apparemment le temps a l'air vraiment magnifique, mais enfin ils ont annoncé un petit peu de vent. Des petits changements de météo dans des la petits journée. changements de météo, on s'adaptera. Ce sera la meilleure occasion de montrer toutes les possibilités que l'on a au ténia en stabilisant le bateau, avec ou sans le moteur électrique, et surtout au niveau du positionnement, mais ça je me fais pas de soucis, Johan saura nous positionner parfaitement. Voilà, allez c'est parti. L'isola Faccani ai nostre burtelle, ma stanno sempre ancora il mo sogni fideli, perché campe come. Alors nous sommes sur notre premier poste de pêche. Apparemment il y a un peu d'activité, hein, Jojo. Nous sommes à 32 mètres et on voit quelques échos. Allez c'est parti. Alors c'est très simple, hein. On prend le ténia, on le laisse aller sur le fond, on contrôle la descente. Là on va voir déjà donc 32 mètres, étant donné que j'ai une tresse qui change de couleur tous les 10 mètres, je compte à peu près mes couleurs. Après je saurai la couleur à laquelle je dois m'arrêter quand je pêche à 32 mètres. Donc là je suis sur du orange. Voilà, là je sens que je suis arrivé. Donc je retiens que pour 32 mètres, je suis sur la bleue. Voilà, je prends le contact et je fais des animations toutes lentes, très proches du fond. J'évite de toucher le fond puisque je sais que je l'ai
touché une première fois, donc je sais que je suis parfaitement au-dessus du fond. Ah ben Dans alors là, bienvenue en Corse. Ouh là là, 39 ouh là là. mètres de fond et 9 mètres de ce qui semble être un beau banc de... magnifique banc de De grise, grise, sans tu doute. penses, ouais? Ouais. Touche. Oh, super. Oh, génial. Génial. Premier lancer de ténia. Et ça y est. Premier poisson de Corse. Ah, ça fait du bien. Ouh. Super. Probablement un petit, je sais pas, un bon petit coup de tête de sparidé. Génial. Je vais la remonter quand même doucement. T'as pas eu de touche, non? Non, pas encore. Ah, c'est quand même assez merveilleux, assez fantastique. Tu arrives. Pouf. Premier poisson, premier lancé. Ça touche à peine le fond. Bon, en même temps, on avait des beaux échos. Et voilà. Un petit poisson de bienvenue. Ah bah oui, c'est une grise. Petite grise. Tanoude. Ah oui, la tanoute, exactement. Super. Génial. Allez, viens là. Viens là, mémère. Hop là. Super. Première tanoute de Corse. Voilà, fantastique. Enfin, ça reste encore un petit poisson, mais bon, je désespère pas d'en prendre des plus gros, c'est juste le début. Mais voilà, ce qui est fantastique, c'est d'arriver sur une zone, on ne connaît pas, on voit quelques échos, et boum, première touche, premier sparidé. Allez, on la remet à l'eau. Allez, vas-y. Hop. Allez, c'est reparti. Là, c'est intéressant comme poste. Nous sommes à 56 mètres et on pêche en 14 grammes. Alors, il existe plusieurs grammages dans les ténias. Vous avez du numéro 2 au numéro 10. Les numéros correspondent à un grammage. Une unité correspond à un 3,5 g. Donc par exemple, un ténia de 10 pèse 35 grammes et il existe des ténias de 2 à 10 pour ce qui est de la partie des ténias en plomb. Ensuite, on peut trouver des ténias soit en plomb, soit en tungstène, en 13 ou en 15, donc qui montent jusqu'à 67 grammes. Donc là, on va voir, on surveille bien nos couleurs pour contrôler la descente. Et on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, il y a des beaux échos. Allez, c'est parti. T'es arrivé, Jo? Non. Oh, joli. Ouais. Ah, super. Super. Ça, c'en est un, ça. Ça, c'en est un. Je vais peut-être remonter ma canne. Ça a l'air d'être... Super. Ça a l'air d'être un pagre. Génial. Je sais pas ce que je fais avec ma... Attends, je vais remonter vite ma... Ça, c'en est un. Ouais, le coup de tête typique Du pagrus, pagre. pagrus. Attends, je remonte moins vite. saccadé que la grise. Yes. Eh ben voilà, impeccable. C'est pas un gros poisson, un petit kilo sans doute. Mais C'en est un. ça Super. fait plaisir. Ouais, super. Au moment où le ténia à 1 mètre ou 2 au-dessus du fond, Au-dessus du fond, ouais. il est venu et il n'a pas hésité. Et là, tu as encore contrôlé, Ouais, contrôlais, ouais, voilà. Il a gobé, il a pris en bouche et boum. Et oui, oh, pas si vilain. Oh, ça, oui, c'est encore un petit peu. Encore un petit, mais C'est chouette, super, yes, super. Allez, tiens, bah, je te laisse le soin hop, voilà, attention à tes doigts. voilà, Super. un joli petit pagre de Corse. Ah, vous voyez, tout à fait possible de pêcher dans 60 mètres d'eau avec un fort courant sur des marées exceptionnelles en numéro 4, c'est-à-dire 14 grammes. Un superbe jeune pagre. Regardez ces magnifiques points bleus. Allez, on le relâche vite fait.
et on va essayer d'en faire un autre. Il y a un petit vent, une toute petite brise qui s'est levée, ça va nous aider dans notre dérive. Hein. J'ai bien l'impression. On va Ouais. nous pousser gentiment. On va pouvoir continuer à pêcher léger. Alors sur les grilles, c'est intéressant de... C'est souvent plus efficace d'utiliser des ténias très très légers parce qu'elles ont tendance à remonter le plomb, le Touche. ténia en lui-même. Ah, toujours. Ouais, sans doute des petites grises encore. Ouais. Ah oui, oui. Touche. C'est un pagre. Mais Je vais essayer de le décoller. Voilà. Voilà. On va le remonter doucement parce qu'il faut le laisser un petit peu décompresser, pas se presser. Très agréable sur cette petite canne, la 30-03. Le combat se fait tout seul. Inutile de le remonter rapidement. Laisser le maximum de chances de repartir tranquillement. Voilà. Il suffit simplement d'accompagner sa remontée. Si on le décroche, c'est pas grave, parce que le principal c'est qu'on puisse le relâcher dans de bonnes conditions. je pense qu'ils sont rentrés en activité. Oui, oui, oui. Donc c'est bien un pagre. On voit les petites bulles qui remontent à la surface. Donc on le laisse bien décompresser. Voilà. Pas se presser. Comme c'est magnifique. C'est vraiment magnifique ce poisson. Voilà. Hop. Petit poisson, mais il va repartir aussi vite. Voilà, c'est ça aussi l'intérêt de ces cannes, c'est de pouvoir avoir autant de sensations sur des petits poissons que des gros, sans trop les abîmer. Voilà. Donc voilà notre petit pagrus. Bon, c'est encore un bébé, hein. On va vite le remettre à l'eau. Enfin, c'est magnifique, cette robe est absolument superbe, avec ses petits reflets bleus. Poisson! Ah, c'est un beau poisson. C'est un mérou. C'est un mérou. Ouais, c'est un mérou. C'est un mérou. Sur la 30-03. Mérou sur la 30-03 qui est faite pour des poissons bien plus petits. Voilà, Le sard. tu l'as décollé, c'est bien, Le nickel. sard du bord normalement. Là je frotte, je sens que je frotte et il va casser. Ah merde. C'était gros, Et voilà. gros. Bienvenue en Corse. Mérou style. Non, mais ils t'ont souhaité la bienvenue, c'est Ah, tout. ouais, c'est- En tout cas, le poste est bon, hein. Alors là, on a une situation qui est intéressante. Hier soir, avant de venir pêcher, on a étudié avec le logiciel Maxi les courants. On a fait un relevé des courants et un relevé également des pics planctoniques et de chlorophylle. Ici, on s'est positionné là parce qu'on a vu que les courants tiraient le long de la côte et on a choisi volontairement des tombants qui longent qui sont parallèles à la côte. Là, on voit bien qu'on a pêché ici et c'est là que nous avons eu nos touches. Si on regarde un petit peu plus au large, on voit très nettement que cette veine de courant qui est parallèle à la côte, comme sur la cartographie, et on va donc repêcher en amont pour pouvoir prospecter toute cette zone qui va justement flirter avec les tombants. Et on va pêcher juste au pied des tombants. Apparemment, les poissons se positionnent aujourd'hui justement au pied du tombant. Allez, c'est reparti, Jojo. Mais il est où monté?
Je crois que Ah, c'est ça, le c'est un noir coup bas, que tu Jo. cherches. Ça, c'est Il un est coup bas. parti là déjà. C'est un coup Il est bas. 10 mètres sous le bateau. Ça, c'est un coup bas. C'est un coup bas. C'est pas beau. Mais tout se paye. Tout se paye, mon Jojo. Bon, apparemment, ils plaisent aux mérous, les noirs. Ah, putain, il m'a piqué mon petit ténia. Bon, Je vais tu vas être essayer. puni. Là. Tu vas être puni. T'as voulu me prendre mon petit ténia noir. Moi, je t'ai pris ton petit ténia doré. Et tu vas être puni. Combien de mètres? Ah, 32, oui, c'est bien ce qui me semblait. Donc là encore, j'aurais dû regarder le fond parce que tout à l'heure, ma couleur, c'était la turquoise et je suis arrivé à touche. Je me suis arrêté au rouge, retouche, poisson. Ah, c'est un mérou. Aïe, 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 aïe. Ah, ça frotte, ça frotte, ça frotte. Non, ça y est, il est au trou, c'est trop tard. C'est trop tard. Donc tu vois, ton ténia. Ben voilà. Ah non, c'est trop tard. C'est trop Ça tard. pique aussi? Écoute, moi c'est le premier, donc ah là 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 là. C'est vrai que c'est quand même agréable. C'est quand même agréable. Faut savoir être positif. Il n'y a qu'en Corse qu'on a ce genre de scène, c'est merveilleux. Parce que là, sur une zone, on est quand même à 32 mètres. On arrive à prendre des poissons, pas des poissons très gros, c'est des poissons qui doivent faire 4, 5, 6 kilos. C'est pas énorme, mais ils ont une puissance au début pour retourner dans leur trou. Et bon, bah, il n'y a pas grand chose à faire. Là, j'ai beau essayer de le brider. Le seul truc qu'on peut espérer, c'est qu'il ressorte du trou justement parce qu'on n'exerce pas de traction. On ne lui tire pas sur la gueule. Parfois, le poisson ressort de son trou ou de son abri. Donc, ce qu'il faut attendre, c'est éventuellement que la ligne se retende. Il laisse supposer que le poisson est sorti de son trou et repart dans une autre direction. Et au moindre comportement de la bannière, si jamais ça se retend, bah là il faut de nouveau le monter en force. Bon, j'ai pas l'impression que ça bouge beaucoup. Là, ce que je vais faire, une dernière tentative, c'est de remonter. Ah non, 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 on était mal positionné. Non, ça va pas aller. Ma petite feinte n'a pas fonctionné. Allez, vas-y Jojo, marche arrière, on va... Voilà, c'est cassé. Bon, on laissera un petit souvenir dans la gueule de plusieurs mérous. Hein. Alors là, j'espère... Bon, j'ai pas mon ténia, j'espère simplement... Ouais, c'est bon, j'ai récupéré... Ah bah alors là, il y a quelque chose d'intéressant à dire. J'ai donc ma tête de ligne. Ça a cassé... Ah non, ça n'a pas cassé à la tête de ligne, ça n'a pas cassé au nœud, ça a cassé à la graffe. Donc là, je viens en tirant fort là pour essayer de décoller, de faire sortir le mérou du trou, on a cassé à la graffe. Bon, ça c'est une chose, mais ce qu'il faut apprécier et retenir, c'est que j'ai ici un shock leader nylon en 33 centièmes et une tresse en 0,8. Donc en termes de livres, je suis en 20 livres en tresse et 25 livres en shock leader nylon. Bien souvent, ce qui se passe, c'est que quand on ne fait pas attention justement au respect des résistances du shock leader par rapport à la tresse, soit c'est le shock leader qui casse, soit bien souvent c'est la tresse. Donc à tort, on voudrait parfois utiliser des tresses trop fines et mettre des shock leaders trop gros parce qu'on ne veut pas que ça frotte ou on veut être sûr de pouvoir ramener le poisson. Mais il faut bien faire attention à cet équilibre entre la résistance d'une tresse et la résistance du fluorocarbone. Bien évidemment, si on met un fluorocarbone ou un shock leader fluorocarbone ou nylon, là c'est un shock leader nylon. Si on utilise un shock leader nylon qui a une résistance supérieure à la tresse, et bien souvent on casse à la tresse et il faut refaire la tête de ligne. Là on a exercé une grosse force sur l'ensemble, j'ai pas cassé à la tresse, j'ai pas cassé non plus au shock leader nylon,
mais j'ai cassé à l'agrafe, ce qui montre que l'ensemble est cohérent et que j'ai un bon équilibre entre ma tresse et mon fluorocarbone. Je vais quand même vérifier parce que j'ai senti frotter, effectivement, voilà, on le voit bien. Donc un shock leader peut frotter également sans casser. Là on voit bien ici que mon shock leader nylon a frotté mais il n'a pas cassé. Donc je vais le couper un petit peu plus haut, je vais couper 50 cm, 1 mètre, rechanger d'agrafe et c'est reparti. Alors ce qui est sympa, c'est qu'en dérivant là, avec les explications de Guillaume sur le shock leader, on vient de dériver sur le tombant opposé à celui qu'on pêchait tout à l'heure. Et là on vient de s'apercevoir, c'est sans doute des pagres. Ah ça c'est des échos de pagre, effectivement, c'est vraiment flagrant. Eh bien on va essayer. Exactement. Donc là de nouveau, contrôle de la ligne, je sais que je vais arriver à... Hop, hop, hop. Là par exemple, il me semble que j'ai été... Alors là je sais pas si... Oui. Voilà, là il a pris en descendant. D'où l'avantage de contrôler. Donc là on a vu les poissons. Ah c'est une grise, c'est une grise. C'est une grise qui a pris un petit peu décollé. Au combat, on arrive à distinguer les poissons. C'est pas très puissant, c'est pas un gros poisson, mais elle m'a pris. Ce qui est intéressant, c'est que justement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, le fait de contrôler la ligne à la descente, eh bien, on peut ressentir les accélérations et du coup ferrer avant que le ténia soit arrivé au fond. Voilà, c'est un petit poisson, mais ça peut arriver aussi sur un beau poisson. Et toujours les échos, ouais. Eh ben non, je me suis trompé, c'est bien un petit pagre. C'est bien un petit pagre. Ouais, encore. Faudrait qu'un petit peu qu'on prenne des modèles un peu plus. Enfin voilà l'exemple. Quand j'expliquais que les poissons étaient sur le fond, voyez le ténia arriver, remonter et attaquer le ténia à la descente, eh bien c'est la meilleure illustration puisque là celui-ci il l'a pas pris sur le fond mais bien à la descente. Ce qui peut être aussi synonyme de surpopulation puisque quand il y a une concurrence alimentaire, les poissons se jettent sur les appâts plus facilement alors que quand il y a un petit peu moins la population est plus faible, bon il faut plus travailler sur le fond. Mais en même temps c'est en phase aussi avec la marée puisqu'on commence à rentrer dans les bons moments de la marée, à savoir le début descendante. Voilà. Hop. Et d'ailleurs, à ce propos, on a tendance à dire qu'il n'y a pas de marée en Méditerranée. Ça, c'est faux. L'impact des marées est important. La preuve, là, on a démarré, on commence la marée descendante. On voit que le poisson se met en activité. Il y a une petite brise qui s'est déclarée. Le courant se prononce de plus en plus. Nous avons eu l'occasion de pratiquer le ténia en Bretagne, dans les régions Bretagne Nord, Bretagne Sud ou même Paimpol, où là les marées sont très fortes avec de gros marnages. Et là aussi, les marées ont un rôle très important, les marées descendantes, qui correspondent exactement à la même période que nous, ce que l'on pourrait retenir du meilleur moment de la marée en Méditerranée. Donc cette technique est une accumulation de petits détails, aussi bien au niveau du matériel, de la présentation de la canne, mais aussi des conditions météorologiques, du positionnement du bateau et de la compréhension des marées. C'est pourquoi il est très important et il est très intéressant pour nous de faire appel également à des logiciels comme Maxi pour pouvoir connaître exactement le déplacement des courants en fonction des marées, car tous les éléments fonctionnent les uns avec les autres et il faut apprendre à les connaître. Comme là précisément, on vient de voir des échos qui sont pour nous déterminants et flagrants, qui représentent vraisemblablement des pagres. D'ailleurs, on vient de voir donc ces fameux dents de scie sur la TZ et en même temps on a pris un pagre en descendant le ténia. Donc cette accumulation d'électronique, cette combinaison entre l'électronique, les logiciels de marée, un matériel technique poussé, eh ben, optimise nos résultats sur la pêche du ténia. Allez, c'est reparti. On y va Jojo? Allez, feu.
Soga l'inverno voilà, curi burtelli d'urchini, ha inventato su sole che dai illusori. L'uomo cavallo di Là, ça a été plus violent. Ancora circa si un destino. Voilà, c'est parti. Il Ludoviso, il Ludoviso. Ah, c'est même taille. Petit poisson, petit pagre. Sans activité. Bien. C'est un peu plus joli. Ah, bien. Voilà, bien, bien, bien. Super. Super, Jojo. Génial. Hey Jojo, évite de te le faire bouffer par un mérou. Ah, c'était une petite dorade. Allez. Hop. C'est pas vrai, c'est un petit peu plus joli peut-être. Ah oui, 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 oui. Tu veux. Oui, oui, c'est beaucoup. C'est plus joli. Super. S'alza la luna d'onda, chi cogia ogni solco, una striscia d'argento per crevesi in un mare. Ouais, là, j'ai eu plusieurs petites touches à mon avis. J'ai été nettoyé. Ouais, voilà, ils m'ont laissé un petit bout. Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à remonter, changer la patte, d'autant plus que si le ténia n'a plus de gambas sur son hameçon, c'est à ces moments-là qu'on s'accroche dans le fond. Donc il ne faut pas hésiter faut s'habituer au poids que l'on a au bout de la canne pour que dès qu'on prend quelques touches et que ce n'est pas suivi, il faut remonter pour rechanger la patte. Allez, c'est reparti. Ah, c'est pas si petit que ça, oui. Ah, c'est pas si petit que ça. C'est que du bonheur. Magnifique. Ah, magnifique petit combat. C'est pas énorme. Oh, les Ah oui, non. Une cante qui vient d'être attaquée par un denti sans doute. Voilà, magnifique petite cante qui, on a vu le combat, s'est sans doute fait attaquer à la montée. On va regarder, il manque toutes les écailles. Peut-être pas un denti, sans doute un mérou, vu les écailles là qui manquent. Un denti, on aurait vu les crocs. Sans doute un mérou qui a pris ça à la descente. Elle a échappé belle. Je pense qu'elle est foutue. On va quand même essayer. Allez, reparti. Soga l'inverno voilà, curi burtelli d'urchini, ha inventato su sole. Encore un petit pagre qui va revenir dans son élément. Une petite grise. C'est bien ça. Oh, la poisson. Oh là là, belle touche. Il m'a fait une superbe touche. Ça, c'est le combat du pagre. Oh, c'est formidable, hein, vraiment. Ah là là. Très belle. Ouais, ouais, il m'a fait une belle touche. Il a commencé par faire une petite touche, puis après il s'est emparé du ténia. Super. Voilà, donc ça c'est à peu près la même taille que le tien, hein, Jojo. Ouais, c'est un
C'est des petits poissons mais qui font plaisir. Ouais. Allez, super. Merci. S'alza Attention à toi. una donna che cogia ogni solco. Una striscia. Ce qui est vraiment formidable avec ces cannes, c'est qu'on a vraiment un parfait ressenti des touches, mais également de l'évolution du ténia juste au-dessus du fond. C'est-à-dire qu'on sait quand on gratte un petit peu, c'est pas nécessairement des petits poissons, hein. On peut être très surpris par justement la finesse de certaines touches, des fois par la taille des poissons qui font ce type de touches. Ça, c'est lié à leur manière de tuer leur proie. Voilà, il y a encore. Donc là, j'ouvre à chaque fois mon pick-up. Il ne faut pas oublier qu'on est sur un leurre appât, c'est-à-dire qu'il y a un appât sur la tête tombée. Voilà, le poisson est toujours derrière. Donc les sparidés ont pour habitude de broyer leur proie, tels que les crabes ou les moules. Donc ils viennent plusieurs fois sur leur proie et ça se symbolise justement par ces petites touches. Voilà, là il suit encore, donc j'ai réouvert mon pick-up, j'ai l'impression qu'il est bien. Donc je disais qu'ils saisissent leur proie, ils les broient, ils les recrachent et ils reviennent dessus. Ça on a pu l'observer en immergeant des caméras ou même en observant les poissons dans les aquariums. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à relâcher de la tresse pour leur laisser le temps d'aspirer le ténia. C'est vraiment le roi du Mérou. C'est reparti. Là j'en ai un derrière, je lui rends la main. C'est gros ça. Denti ou Mérou. Hop! Pardon. Et bien voilà, ça fait même pas mal. Je m'en fiche complètement. Il n'y a qu'en Corse que ça peut arriver. C'est génial, c'est géant. Ça fout un peu les boules, mais c'est géant. Bon bah je te rattrape, hein, 3-2. Una striscia d'argento per crevesi in un mare lodo destino. Une grise toi aussi? Ouais, on voit hein, à l'écho, ouais. C'est bien un banc de grise. On voit la fin du ténia tomber dans le banc, pile poil. Ouais, nickel. La mienne est un chouïa plus grosse, non? Ah. Décroché. Ah. Voilà. Bien. E ora voglio perché ti tengo cara, perché ti tengo cara. Ah, bien, là on voit de nouveau un peu d'activité. Comme vous pouvez le voir, le vent s'est levé. Alors, dans ces conditions-là, on a un outil qui est formidable pour pouvoir compenser les dérives parce que là, on va être vite à... Ouais, on est à combien, Jojo? Un nœud 5, c'est ça? Un bon nœud 5, voire quasiment un nœud 8, ouais. Voilà, donc là, sur des conditions comme ça, comme on pêche très léger
Et tout l'intérêt est de pêcher léger pour que le poisson puisse aspirer le ténia facilement. On va compenser cette dérive de 1 nœud 5, on va la diminuer en utilisant le moteur électrique. Donc là on va installer, Jojo, si ça t'embête pas, tu vas installer le moteur électrique. On va mettre le moteur électrique de façon à se mettre parallèlement à la côte et de pouvoir dériver tranquillement et compenser, ralentir un petit peu cette dérive naturelle. On va aller à l'inverse, mais on va conserver notre dérive pour pouvoir présenter notre appât de la manière la plus naturelle possible. Alors la petite astuce avec le moteur électrique, c'est de se mettre à l'ancre. Le bateau va se mettre face au vent avec une vitesse bien précise pour rester à l'ancre. Et il suffit de mettre cap au vent avec la position nord de la télécommande et de mettre une vitesse en dessous. Et avec ça, on va dériver tout doucement. Voilà, avec ça, on aura une dérive toute douce. Je peux y aller, Jojo, là? Ouais, oui, c'est bon. Oui. Les beaux Ah, échos. 0,4, 0,5, impeccable. Viens, regarde. Ah ouais, On y va, go. les échos. Donc là, on est impeccable, on a rectifié la dérive, on peut pêcher en numéro 3, c'est-à-dire 10 grammes et demi. Alors que tout à l'heure, on avait un nœud 5, on a réussi à la rectifier à 0,3, 0,4. On aura de très beaux échos. Et on va pouvoir laisser tomber notre ténia tout doucement et pile poil sur les échos que l'on voit à l'écran. Voilà, regardez, voilà ce qui est intéressant. Regardez la tresse et la diagonalité que j'ai. C'est-à-dire que je suis en 10 grammes dans 40 mètres d'eau pile poil et j'arrive à avoir un parfait ressenti, une parfaite présentation aussi de mon ténia. Donc là, je sais que ça pêche impeccable. Donc je peux faire mes petites animations. Voilà, on voit les ténias arriver sur le fond. Ah ouais, superbe. On voit même les poissons monter dessus là. Surveille parce que tu pourrais avoir une belle surprise. On en parlera tout à l'heure, mais il y a aussi un élément capital dans cette technique de pêche, c'est l'utilisation des tresses. Alors il est sûr que aujourd'hui il y a beaucoup de tresses sur le marché, on ne sait pas toujours sur quoi s'orienter. Là pour cette technique, il y a deux types de tresses et qu'on peut expliquer très facilement. La première tresse, d'ailleurs que l'on utilise beaucoup, c'est une 4 brins. Une 4 brins qui d'origine est toujours plus résonante qu'une 8 brins et beaucoup plus résistante à l'abrasion. D'ailleurs, on en avait déjà parlé dans un précédent numéro, mais on comprend facilement que pour un même diamètre, les 4 brins vont être plus gros que 8 brins pour un même diamètre. Et par voie de fait, on ne va pas avoir les mêmes caractéristiques pour une 4 brins et une 8 brins. Pour une 4 brins, on va avoir une meilleure résonance et une meilleure résistance à l'abrasion et avoir beaucoup plus de souplesse sur une 8 brins. Bon, maintenant, il y a aussi des 8 brins qui existent, qui ont été développés spécialement pour le ténia, mais qui, elles, ont un revêtement spécifique qui permet justement de résister au frottement, à l'abrasion, mais il faut qu'elles aient ce revêtement particulier. Ce sont souvent des tresses qui reviennent très chères. Donc bon, pour démarrer la technique, et bon, même nous qui pratiquons régulièrement, une bonne 4 brins est suffisante, et avec bien sûr la condition qu'elle soit marquée tous les 10 mètres pour avoir un très bon suivi de l'évolution de notre leurre au fond de l'eau. Oh, poisson! Ouais, c'est un beau poisson. Ouais, ah, celui-là, tu vois, il m'a pris. Ouais, c'est un beau poisson. Ah, c'est. Non, c'est. Non. C'est probablement une grise. Ah. Alors, je termine juste ce que je disais par rapport à la 4 brins. Le fait qu'elle soit résonante, c'est évidemment pour sentir les touches et pour sentir les gratouillis, mais même, et là, ça vient de m'arriver, lorsque le poisson saisit le ténia, lorsqu'il descend, on sent le bam, le toc du poisson qui vient d'attraper le ténia à la descente. Et ça, c'est super important de le sentir parce que ça nous permet de prendre justement des poissons à la descente. Voilà, ça arrive. Hop, ouais, c'est une petite grise. Décidément. Hop.
Décidément, ces petites grises, elles ont bien du gaz. Enfin, en même temps, il y a aussi le fait que l'on les pêche justement dans le courant. On a souvent l'impression que c'est des poissons un peu plus gros, mais comme ils sont pris dans le courant, bah, c'est une plus grosse prise dans le courant. Et ça fait des belles touches et un petit combat sympa. Allez, c'est parti. L'avantage aussi d'utiliser des tresses fines, c'est qu'évidemment, on atteint le fond plus rapidement, même avec des faibles grammages. On a moins de retenue dans le courant, donc on va plus rapidement au fond. Ah, poisson! Il m'a pris à la descente. Ah, il m'a fait. C'est peut-être un peu plus joli. Putain, il m'a arraché la tresse des doigts. Donc encore une fois, l'intérêt de garder le fil, la tresse dans les doigts, c'est qu'on sent vraiment, comme tout à l'heure, la grise, mais là j'ai senti la tirer forte, ça m'a même un petit peu abîmé les doigts. Enfin, c'est pas grave. Voilà, ça arrive. Voilà, un petit pagre. Donc là, on revient sur des pagres un peu plus, taille un peu plus sympa, qui m'a pris vraiment à la descente. Tu passes l'épuisette, Jojo? Hop, voilà, nickel. Bah, tu vois, tu as fini par les trouver, Jojo, hein, nickel, super. Allez, je vais essayer de te l'amener. Hop, voilà, nickel. Yes, super, génial. Ben voilà, tu as fini par les trouver, super, génial. Ben voilà un petit poisson, un petit pack, bien évidemment. On peut faire beaucoup plus gros, surtout ici. Mais enfin voilà, crescendo, les tailles des poissons augmentent. On va continuer, vu les échos, on va continuer un petit peu notre approche. Johan a super bien approché le poste avec le moteur électrique et le sondeur, et c'est vraiment ça qui nous a permis de prendre le poisson. Une dentition aussi, vous voyez, tout à l'heure j'ai expliqué sa manière d'attaquer les proies. Donc il a à la fois des dents qui prouvent que ce poisson est aussi un prédateur, mais également de grosses molaires, ce qui lui permet de broyer les moules ou les crabes. Donc là, évidemment, il faut éviter d'y mettre les doigts. Allez, on va le remettre rapidement dans l'eau. Et ben voilà, il est reparti. Allez, on enchaîne, Jojo. On va vous présenter maintenant un nœud pour raccorder votre tresse à votre shock leader, qui est un nœud qui passe très facilement dans les anneaux et ultra solide. Un nœud assez connu, le FG Knot, mais là c'est une version simplifiée puisque le FG Knot se fait avec un knotter, alors que là vous pouvez très bien faire ça sur un bateau avec les mains et la bouche. Donc vous posez votre canne dans le porte-canne, vous prenez votre tresse entre les dents et vous tressez le fluorocarbone ou le shock leader autour de votre tresse. Alors là, Johan va passer un petit bout de shock leader sur la tresse dans un premier temps, voilà, et va commencer le tressage en remontant une première partie au-dessus de la tresse, puis en dessous. Encore une fois au-dessus, puis en dessous. Alors là, vous avez vu, il a resserré un petit peu à chaque fois le nœud pour démarrer, voilà. Et cette opération, il va la renouveler pendant une quarantaine de fois, voilà, et ça va faire un superbe tressage qui va, comme il l'a précisé, passer super bien dans les anneaux et sans se bloquer. Donc on va pouvoir lancer des poids lourds ou légers sans que le nœud bloque dans les anneaux. C'est un nœud extrêmement résistant qui va pouvoir résister à de grosses tractions par les gros poissons. C'est un nœud qui est... Ah voilà, on arrive à la fin. Donc là, il a fait une quarantaine de tours. Voilà, il coupe l'excédent.
enfin une première partie de shock leader et de tresse. Et là, je te laisse prendre le relais. Donc vous venez aligner votre shock leader à la tresse qui arrive de la canne et le petit bout de tresse qui vous reste. Vous venez tout simplement faire une clé, prendre la tresse et le shock leader et vous serrez une première fois. Vous renouvelez Voilà, il renouvelle deux, trois fois. Voilà, c'est ça. Une troisième fois. Alors, petite précision sur le nœud. Ce nœud est très intéressant parce qu'il permet de relier donc une tresse très fine avec un shock leader correspondant. Là, on est sur du 20 livres, 20 livres, sans risquer de casser, tout simplement. La dernière opération, vous enlevez le shock leader de la tresse et vous venez faire la même chose, c'est-à-dire des clés toutes bêtes autour de votre tresse. Alors là, moi je conseille d'en faire 5, 6, voire 7. Ça va vous créer un tout petit bourrelet qui va permettre au moment du passage de la tresse dans les anneaux d'accompagner, de faire une sorte de cône qui va accompagner et faire que le nœud passe encore mieux dans les anneaux. Une fois réalisé, ce nœud est absolument très résistant et il nous arrive, pour ainsi dire, jamais de casser au nœud. Voilà, ça nous... Et vous finissez par une triple clé de façon à bloquer l'ensemble. Alors comme disait Johan tout à l'heure, c'est un nœud qui est une fois maîtrisé, très rapide à réaliser sur le bateau. Une fois qu'on a coincé, enfin qu'on a bloqué la canne sur le porte-canne et qu'on la met dans la bouche, on arrive à le faire même sur un bateau quand ça bouge ou avec du vent. Donc vous avez un nœud qui est très propre, qui est en réalité une chaussette. C'est un tressage de la tresse sur le shock leader. En fait, il n'y a pas de nœud et c'est là où il est résistant parce qu'il n'y a aucun échauffement et du coup, il est ultra costaud. Et plus on tire dessus, plus il se serre et plus il est costaud. Alors, l'opération finale, vous prenez les deux excédents et vous venez couper à ras. Il ne faut pas hésiter à venir surtout le shock leader, le couper à ras pour avoir le nœud le plus lisse possible. Voilà, parfait. Merci Johan. Je vais en profiter maintenant pour vous montrer rapidement comment on nèche une crevette artificielle sur un ténia. Vous avez pu le voir tout à l'heure sur le bateau que nous utilisons de temps en temps ce type de leurre sur les ténias. Alors, tout comme les crevettes, les gambas naturelles, vous prenez la ciste, vous saisissez la shrimp sur le côté lisse, on enfonce la ciste comme ceci, dans la tête, on fait ressortir la ciste, voilà. Donc là, il est bloqué et ensuite, on reprend le ténia, tout comme la gambasse, on vient piquer le centre, faire ressortir sur la troisième alvéole, comme ceci, on fait glisser l'ensemble sur la hampe du ténia et voilà, le tour est joué. Alors, quel est l'avantage d'utiliser une crevette artificielle par rapport à un appât naturel? Eh bien, ce type de leurre est gorgé d'acides aminés. C'est le même matériau que le power isomé, pour ceux qui le connaissent. Donc, une efficacité redoutable. On l'utilise souvent en prospection ou alors quand on sait qu'il y a des dorades grises qui ont des petites dents et elles viennent plusieurs fois sur l'appât, elles ont tendance à, d'ailleurs on l'a vu aujourd'hui, à vite arracher la gambasse, une gambasse naturelle du ténia. Or là, elles reviennent et plus elles tapent dedans, plus elles tapent, elles mordillent dans le leurre, celui-ci dégage des effluves aminés et elles reviennent et finissent par se faire prendre sur ce type de leurre. Voilà, il n'y a plus qu'à aller pêcher. Allez, Chin Jojo, Chin. À nos prochaines parties de pêche. Et au Mérou. Au Mérou.
touche. Oh. Allez. Voilà. C'est encore pas bien gros, mais bon. Il y a des jours où il faut se contenter des décrocher, petits poissons. c'est pas vrai. T'as des coups de tête, Joe? Non, 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 c'est vraiment un poids lourd. Oh, ça ressemble au chapon. Parce qu'il ouvre, les chapons ouvrent la gueule dans l'eau lorsqu'on les remonte. Donc ça fait une grosse retenue dans l'eau. Ouais, on aperçoit, c'est un chapon. Ah oui, voilà. Bon. Eh ben, ce que je te propose, c'est d'arrêter notre journée là sur ce superbe poisson aux couleurs magnifiques. Attention aux doigts. Là aussi, on peut voir la diversité des poissons que l'on peut prendre au ténia, mais également la diversité des poissons qu'il y a dans ce cadre magnifique. Alors aujourd'hui, on a fait beaucoup de petits poissons de la famille des sparidés, mais probablement également des gros poissons tels que le mérou ou alors le denti. On a cassé plusieurs fois. Bon, bah ça, c'est le jeu aussi, c'est la pêche. Ça me rappelle un petit peu nos premières tentatives en début de saison, quand nous étions un peu plus loin là-bas. Nous avions essayé le ténia et là aussi, on avait eu de belles surprises. Par contre, là, cette fois-ci, on avait pu en remonter un ou deux. On a pu remonter quelques mérous. C'était impressionnant. On avait fait aussi quelques beaux pagres, dentiers également. Alors cette fois-ci, nous n'avons pas eu la chance de prendre de gros poissons, mais ce que je vous propose, c'est de nous retrouver dans un prochain numéro où nous irons à la rencontre de notre ami guide de pêche Christophe Botrel à Paimpol, dans l'archipel de Bréa, où là, je crois savoir que de gros spécimens de pagre sont pris au ténia. Donc on ira le rejoindre avec vous, bien sûr. Allez, on vous dit au revoir, à la prochaine fois. Merci, à bientôt. Bye. Et bien voilà, ce 41e numéro est maintenant terminé. Comme vous le voyez, nous nous quittons sur un fond de musique traditionnelle corse avec un groupe venu spécialement pour l'occasion. C'est encore dans une ambiance festive et très conviviale que se termine le premier salon de la pêche à Solenzara. Alors, festif par les nombreuses animations qui ont dynamisé ces 2 journées, à l'image, comme vous le voyez, de ce magnifique feu d'artifice tourné vers la mer. Convivial ensuite par ces moments de partage, que ce soit avec les visiteurs ou entre exposants, qui offrent de vrais moments de bonheur, que ce soit Clermont-Ferrand, Nantes ou encore l'énorme générosité de nos amis de Cagnes-sur-Mer, qui nous ont fait le plaisir d'être là ce week-end avec nous. Nous profitons de l'occasion pour remercier toutes les personnes qui nous ont permis de réaliser cette émission et tout particulièrement nos 2 organisateurs, Jérémy et Marc-Antoine, qui ont su faire de ce premier salon une vraie réussite à tout point de vue. Un grand merci évidemment aussi aux nombreux bénévoles et au maire de la ville de Solenzara pour leur magnifique accueil, encore une fois inégalé sur cette île de beauté. En tout cas pour nous, soyez-en sûrs, le rendez-vous est d'ores et déjà pris pour l'année prochaine. Et bien sûr, une pensée émue et amicale à Dédé Novelli, à toute sa famille ainsi qu'au groupe Ugelu qui nous ont fait le plaisir d'habiller de leur belle musique cette émission. Quant à moi maintenant, je vous donne rendez-vous dans 3 mois pour un nouveau numéro qui sera notre numéro anniversaire. Et oui, Côté Pêche fête ses 10 bougies et à cette occasion, de nombreuses surprises vous attendent. D'ici là, n'oubliez pas le site internet www.cotepêche.fr, l'application digitale, le forum. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année en famille, de bons moments en mer. Je vous dis au revoir et à bientôt. Di una musa, culetta di una terra, e il mio dare confine, sulla montagna della sera, ma una gamba infinita, quanto la rovina.
Merci.